Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et merci de venir nous trouver ou nous retrouver le stand de Lire et de Librinova dès 13 au Salon du Livre, Porte de Versailles à Paris. Débat retransmis sur la page Facebook de Lire en direct. Vous pouvez donc nous suivre en direct et de visu. Je remercie celles et ceux qui sont venus nous voir sur le stand et celles et ceux qui nous regardent. Celles et ceux qui sont venus nous suivre sur le stand pourront évidemment intervenir lorsqu'on aura bien commencé ce débat. Et celles et ceux qui nous suivent sur la page Facebook Live de Lire pourront poster leurs questions. Elles me seront répétées et je les dirai en votre nom aux invités que je présente. Serge Joncour. Vous êtes Serge Joncour, un de nos grands écrivains actuels en France. Prix Interallié 2016 pour votre roman en date, lequel dernier roman en date a été élu meilleur roman français de Lire en 2016. Et c'est aussi pour ça que nous vous avons choisi cette année pour parrainer le concours que Lire a lancé dans son numéro du mois de mars, paru toute fin février, lequel concours s'achèvera le 30 avril prochain. À ce jour, m'informe-t-on, il y a 150 personnes qui ont d'ores et déjà répondu à votre appel, Serge Joncour, puisque vous avez initié la première phrase. Les concourantes et les concurrents continueront cela en nouvelles. Vous êtes écrivain et vous animez aussi moult résidences, ateliers d'écriture, rencontres avec des lectures. Bref, vous faites vivre aussi cette idée de la fiction. Et ça a d'ailleurs nourri un de vos romans, L'Écrivain national, qui est l'avant-dernier en date, 2014, aux éditions Flammarion. Et c'est aussi de cette expérience que vous viendrez nous parler, puisque cela concerne aussi ces questions d'écriture et d'ateliers d'écriture qui sont le thème de cette rencontre. C'est une question dont viendra aussi vous entretenir David Molmans, qui s'est posé à la gauche de Serge Joncour. David Molmans, vous êtes éditeur aux très belles éditions Les Forges de Vulcain, et vous êtes également le concepteur de Draft Quest, la quête du brouillon, Draft Quest, qui est une plateforme qui, si j'ai bien compris, vise, j'en cite les mots qui sont en homepage, à libérer la créativité des participantes et des participants. Cela concernant des MOOC, des cours qui durent 6 semaines, je crois, qui sont des ateliers d'écriture. Et vous en avez déjà fait 5 ou 6, donc 5 ou 6 sessions de 6 semaines. Pour commencer, Serge Joncour, je voulais que vous nous racontiez justement un peu votre attirance, votre expérience aussi sur ces choses des ateliers d'écriture, des résidences d'écriture, dont vous êtes un fervent fidèle. C'est aussi comme ça que vous êtes dans les écrivains qui faites vivre un peu les institutions culturelles françaises aussi. Et ça, c'est important. Et ça a fait l'objet ou une trame d'un roman, L'Écrivain national. Comment s'est mis le pied à l'étrier pour cette part de vos activités? Oui, vaste question. Non, mais j'ai cette curiosité-là à tout moment, en tout cas, de voir comment font les autres, comment écrivent les autres. Alors évidemment, après, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'une trame commune ou là, la contrainte. Moi, je suis un peu pratiquant de l'écriture à contrainte au travers d'une émission. Les papous dans la tête. Les papous dans la tête à France Culture, hein, qui est un peu dans l'esprit de l'Oulipo et des choses comme ça, c'est-à-dire se fixer une contrainte et écrire sur un thème. Par exemple, décrivez-nous le plafond du Salon du Livre. Voilà, bon. Parce que je réalise qu'il y a un plafond au Salon du Livre, c'est la première fois que je le remarque. Bon. Et à partir de là, chacun va le faire de sa façon, avec ses mots. Et ça, c'est quand même proprement stupéfiant, alors que ce plafond, il est le même pour tous, mais chacun le décrira d'une façon différente. Et parfois même, certains vont aller dans le hors-sujet, sans respecter la contrainte, et feront autre chose, et ils reviendront à la fin. Enfin bon, cette liberté-là, elle me fascine, d'autant que c'est notre liberté à nous, auteurs. Un livre, ça n'est d'une idée. Je ne sais pas, là, vous parliez de l'Écrivain national, c'était l'idée de représenter un auteur qui va comme ça dans un petit village faire des ateliers d'écriture, et puis il y a un fait divers dans la ville d'à côté, et finalement il est un peu... bon, il s'approche un peu du fait divers, et puis il est presque un peu... Bon voilà, l'idée c'était ça, mais c'est donc une contrainte que je me donne. Parce que le roman qu'on écrit, c'est le roman qu'on a envie de lire, quoi, ou envie de faire. Bon.
Et à partir de là, soi-même, on est à l'épreuve de soi-même. Donc, écrire un roman, c'est un auto-atelier d'écriture. Je me considère comme un ateliant à mon atelier et faisant ma contrainte à moi. David Meulemans, vous êtes éditeur et donc créateur de DraftQuest. Pourquoi lorsqu'on est éditeur et donc lorsqu'a priori on reçoit des manuscrits par la voie classique, la poste, par des mails ou par des réseaux divers et variés, ou par des agents par exemple, pourquoi d'où vient l'envie de créer une autre plateforme pour expérimenter justement un autre flux de créativité? Parce que même quand on est éditeur, on n'abandonne pas le fait qu'on est un être humain et un citoyen avec d'autres types de responsabilités. Et quand on est éditeur, effectivement, on reçoit un flux assez important de manuscrits. Pour les Forges, qui est une maison de taille modeste, ça reste 1800 manuscrits par an, donc c'est beaucoup. Ah oui. Mais on les reçoit en numérique, donc on en a plus, et voilà. Et la difficulté, c'est que le travail essentiel d'un éditeur, c'est pas de chercher des bons textes dans la boîte à manuscrits, c'est de défendre les textes qu'il a choisis. Et donc il faut trouver un moyen de gérer rapidement ce flux de manuscrits qui arrive. Il faut être respectueux des gens, mais en même temps, on ne peut pas tous les étudier précisément. Et quand les gens nous envoient des propositions, ils ont deux demandes. La première, c'est publiez-moi. Et la deuxième, c'est si vous ne me publiez pas, je serai content ou contente d'avoir un retour professionnel. Sauf qu'en fait, on ne fait jamais de retour professionnel. Et même si un éditeur trouve le temps de faire des retours professionnels à tous les manuscrits qu'il ne prend pas, je pense que c'est à la limite de l'erreur professionnelle parce que c'est du temps qu'il aurait dû consacrer à ces auteurs qu'il a décidé de défendre, qu'il est en train d'allouer à des gens qu'il ne peut pas accompagner parce que c'est un autre métier. Et donc je recevais plein de manuscrits et en même temps j'avais ce dépit, je parlais du fait qu'on est aussi des êtres humains et des citoyens, ce dépit de voir des manuscrits où il y avait régulièrement le même type d'erreur entre guillemets. C'est pas particulier, c'est pas l'écriture, c'est pas une formule mathématique, mais il y a des sortes d'erreurs récurrentes et je me dis que c'est quoi les erreurs récurrentes? Non, mais par exemple. Parfois, quand on veut écrire un roman qui est très scénarisé, donc on sent que la personne a voulu écrire quelque chose de très scénarisé, et il n'y a pas l'enjeu dramatique n'apparaît pas. Alors que très clairement, son projet est d'écrire un roman où il y a une tension, et donc l'envie, c'est de dire il faudrait un incident déclencheur plus tôt, pourquoi ne pas prendre cet incident déclencheur, ce type de choses. Entamer pour moi, c'est une proposition. Après, l'auteur ou l'autrice fait ce qu'il veut, et parce que c'est son texte, et c'est lui qui sait mieux, voilà. Mais à partir du moment où souvent il y a des erreurs récurrentes, et si vous travaillez sur 1800 propositions annuelles, même si les gens écrivent chacun dans leur coin, il finit par y avoir des sortes d'homologie ou de récurrence. Et donc il y a cette envie de redistribuer la connaissance qui se crée chez l'éditeur, comme ça, de la redistribuer. Mais sauf que je ne la redistribue pas à travers les forges, parce que c'est pas le métier des forges, mais à travers une deuxième structure qui est DraftQuest. Alors c'est une redistribution qui est très modeste par rapport à des vrais ateliers d'écriture ou des vraies résidences, parce que nous, c'est des vidéos et des exercices en ligne, tout est gratuit, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le côté accompagnement personnel qu'on a dans un atelier d'écriture, dans les masters d'écriture littéraire comme au Havre ou à Paris 8, où vraiment les gens sont accompagnés, suivis. Moi, c'est un atelier d'écriture DraftQuest, c'est un atelier où il y a entre 1200 et 2000 participants qui vont regarder les vidéos et voilà. Par contre, ce qui se fait, c'est qu'ils vont discuter entre eux. Donc il y a une mentalité d'atelier massif, mais où c'est pas tant moi qui transmettrai un savoir ou qui accompagnerait personnellement, parce que je ne peux pas accompagner personnellement autant de personnes. C'est souvent par l'interaction des gens entre eux qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se produit. Et ça résout une question très simple, c'est que quand on est écrivain en herbe et qu'on veut avoir des premiers lecteurs, c'est compliqué de les trouver. Et ce type d'atelier permet d'avoir des premiers lecteurs, c'est-à-dire c'est un premier cercle de lecteurs. Alors, on va parler au-dessus des rythmes, c'était pas prévu, mais pourquoi pas, c'est ça, faire un débat en live. J'imagine que dans vos participantes et vos participants, il y a peut-être des gens qui cherchent à imiter Serge Jancourt. Comment est-ce que vous les repérez, les gens qui cherchent à imiter le style de Serge Jancourt? À quoi vous les repérez? Non, je serais complètement incapable de faire ça. Je dis pas ça, mais ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a quand même un assez grand... Pour moi, DraftQuest n'appartient pas à l'édition, mais plutôt à un outil d'éducation, puisque je distingue toujours la notion d'écrire et la notion de diffuser. Sur cette idée que moi, je pense que tout le monde devrait écrire,
mais tout le monde ne devrait pas être publié ou vouloir être publié. Parfois, vouloir à tout prix être publié, ça crée des démarches d'écriture qui sont pas toujours, qui fonctionnent pas toujours, ce type de choses. DraftQuest, l'idée c'est d'aider les gens qui veulent écrire à écrire mieux, écrire plus régulièrement, y prendre plus de plaisir, ce type de choses. Et je ne rentre jamais ou très rarement dans des discussions sur l'édition ou ce type de choses. Voilà, je compartimente un peu ça de manière à être simplement dans une mission qui est entre guillemets éducative. Alors Sergent Cour, je disais, vous aussi, vous animez ateliers, résidences, rencontres avec des lecteurs aussi bien qu'avec des personnes qui écrivent et qui veulent être publiées. Lorsque vous animez des ateliers comme ça, par quoi vous commencez? Quel est le premier conseil sur un personnage, un décor, une voix? Quelles sont les premières clés que vous donnez? Le propos de l'atelier d'écriture, c'est toujours plus ou moins c'est formulé autour de franchir l'obstacle. C'est-à-dire que quand bien même on commence une nouvelle ou un roman, on avance sur une intuition de départ, hein, une séquence ici, des gens assis, voilà. Bon. On écrit la journée, pendant 2 jours, on est très content de ça, mais après, c'est très difficile de passer à l'étape suivante, soit sous la forme d'une scène. Alors je réagis un peu comme ça en proposant, si vous voulez, par exemple, de dire vous avez 3 personnages ici au Salon du Livre. La scène d'après, ils sont tous les 3 sur un bateau au large de la Californie. Sans skipper, ils ne savent pas naviguer. Bon. C'est-à-dire que c'est un peu comme si je poussais les gens à l'eau, les ateliers à l'eau. Il y a un Larsen terrible. Hein. C'est comme si je poussais les gens à l'eau et d'une certaine façon, c'est une démarche qu'il faut avoir soi-même quand on écrit, c'est-à-dire de se surprendre à certains moments. Parfois, je commence la scène suivante le lendemain. Alors, je pense que ça doit être mon pauvre Serge. Ça doit être un test pour les pour les micros. Capacité de résistance. En tout cas, ce bruit se rapproche. Hein, je ne voudrais pas vous inquiéter. Donc restez. Ça veut oui, dire, gros pour nous. Rester. Voilà, comment reproduire cette séquence-là, vous voyez. Bon, sachant qu'alors il y aura une scène après, parce que là on a eu première étape le tam-tam, deuxième la horde, la troisième je ne sais pas ce qui peut se passer. Bon. Et ça, dans l'imaginaire, on peut. Ce qui est affolant, c'est cette liberté-là quand on écrit aussi, c'est d'être totalement tout puissant. Et par rapport à ça, parfois ça peut être vertigineux. Moi, je prends mon cas personnel, j'ai écrit 10 manuscrits avant de. Enfin, le 9 et le 10e a été publié. Et pour le reste, c'était des manuscrits que j'envoyais malgré tout et que j'ai pour la plupart perdus, sauf un que j'ai un jour retrouvé et récupéré, retravaillé un peu et qui est devenu un roman qui s'appelait UV en 2003. Bon, c'est-à-dire que malgré tout, alors ce manuscrit, je l'avais envoyé, il a été refusé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, j'ai changé le début et d'une certaine façon, ça mettait en... Il y a un aspect technique quand même dans l'écriture. Il y a des choses un peu techniques et ça, je pense qu'on le... Ce qui est particulier chez les écrivains, c'est qu'il n'y a pas un conservatoire. Comme si vous voulez faire du violon, du piano, vous allez au conservatoire. Oui, il n'y a pas de solfège forcément. Il n'y a pas de solfège, donc il faut un peu l'inventer soi-même. Il faut créer sa partition, sa musique. À tous les coups, sa musique. Ça. Et ça, on ne la trouve pas tout de suite. Alors, si, il y en a qui la trouvent à 18 ans, à 20 ans, et bon, voilà. Et qui peut-être après la fatigue vous l'épuise un peu vite. Et c'est pour ça que vous voyez des primo-romanciers de 18 ans ou de 80, comme il y a quelques années chez Flammarion, un professeur d'éducation physique qui s'était mis à écrire à la retraite et qui, au bout de 15 ans... Alain Gillot. Voilà, merci. Et qui a été publié. Bon, voilà. Et de la même façon, dans les écrivains, les auteurs que vous avez là un peu partout, hein, en dédicace, vous verrez qu'il n'y a pas de standard. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien un rebelle névrosé qu'un prof de fac, qu'un ancien moniteur d'éducation physique, qu'un médecin, qu'un ancien taulard, qu'un aventurier. C'est une population qui est intéressante, les écrivains. Intéressante dans la mesure où ils sont tous différents, quoi. Quand vous faites un salon du livre et que vous avez un dîner le soir, les conversations sont un peu étonnantes. Alors que si vous allez à une conférence sur l'OMC ou de banquier à Davos, je veux dire, bon, ça va, il y a une sorte les gens sont plus formatés. Hein. Bon, ça dit bien qu'il n'y a pas vraiment un apprentissage en dehors du fait de la lecture et d'être aussi critique sur ce qu'on lit. C'est-à-dire que le danger, parfois, c'est d'être trop impressionné par ce qui a pu être mon cas par Calafert en particulier, où à un certain moment, je me suis dit, il faut que j'arrive à faire comme ça, hein, ou à essayer de reproduire ça, ce qui n'est pas la bonne méthode, quoi. Mais il n'empêche que décortiquer le texte des autres, ça permet d'apprendre sur la façon de faire les siens, quoi. Il n'y a plus de bruit.
Vous l'avez fait. Ouais. Vous avez parlé encore plus beau que le bruit et Merci. du coup il s'est tu. Merci. David Meulemans, quelles sont les clés ou quel est le solfège que vous transmettez aux participants, aux ateliantes pardon, et aux ateliants, pour reprendre le mot, qui s'inscrivent au MOOC DraftQuest? Alors, c'est dur de parler après Serge Jancourt parce qu'il a un peu tout dit. Donc, mais non, en fait, sur l'écriture, on reprend aussi des mécanismes qui ressemblent à des mécanismes de l'Oulipo, c'est-à-dire des mécanismes de création qui consistent à dire que l'esprit humain, c'est un esprit qui est issu de l'évolution, et donc c'est un esprit qui n'est pas fait pour être face au vide ou face à la page blanche, mais c'est un esprit qui est fait pour s'adapter à son environnement, et donc un esprit qui est réactif. Donc si vous donnez deux objets qui n'ont rien à faire ensemble à quelqu'un, il peut vous inventer une histoire entre les deux. Par contre, la plupart des gens, s'ils sont face au vide ou à la page blanche, ils vont peiner. Donc j'utilise beaucoup de déclencheurs d'écriture qui sont des images qui n'ont pas grand chose à voir avec elles. Et ce qui est intéressant entre elles, parce que ce qui est intéressant, c'est que les deux mêmes images côte à côte, on peut avoir le risque, la peur que si on donne cet exercice à 20 personnes vont nous raconter le même type d'histoire puisqu'elles ont eu la même image. Et en fait, à chaque fois, on a 20 images complètement différentes parce que ça enclenche l'imaginaire et on a des imaginaires qui sont tous très différents. Donc on fait ça. Et l'autre aspect, c'est que c'est vrai, pour aller dans le sens de Serge Jancourt, que dans l'écriture, chacun, il n'y a pas de conservatoire et chacun se crée sa propre méthode. Par contre, ce qui manque souvent quand on commence à écrire, c'est faire entrer l'écriture dans sa vie et écrire régulièrement. Et moi, par exemple, j'ai travaillé avec beaucoup de gens qui sont, par exemple, des enseignants qui n'écrivent que pendant l'été, pendant 2-3 semaines. Les 2-3 semaines où ils ont ni les cours ni les enfants. Et le problème, c'est qu'il y a très peu d'activités artistiques. On considère qu'on peut atteindre un niveau de maîtrise en ayant une pratique rare. Et donc ce que j'essaye de faire dans la plateforme, c'est tout l'intérêt d'un outil numérique, c'est d'essayer d'encourager les gens à écrire régulièrement, écrire ce qu'ils veulent, effectivement, sinon lire, essayer quand ils lisent de lire ce qu'ils lisent comme un objet d'artisanat et pas une grande œuvre intouchable, c'est-à-dire penser qu'il y a un être humain qui à un moment a construit ça et pas un demi-dieu qui est descendu sur Terre pour le faire. Donc lire dans cet esprit-là et eux-mêmes écrire régulièrement et se relire régulièrement. Alors, comme vous l'avez dit, l'un et l'autre à des moments divers, c'est vrai qu'en France, on n'est pas forcément habitué à ce que cette chose de la fiction du roman s'apprenne par une institution, que ce soit l'école, les beaux-arts, le conservatoire, voilà, qui sont des disciplines artistiques pour lesquelles, effectivement, un solfège est requis, forcément. Il faut savoir jouer des notes dans les bons octaves, etc., pour faire de la musique. À partir du moment où, heureusement, on apprend une langue, à l'écrire, à la parler, etc., on peut peut-être, si on rêve, si on aime rêver, et si on aime faire rêver, avoir envie de raconter, d'écrire une histoire. A contrario, dans d'autres pays, par exemple, pour prendre le plus connu, les États-Unis, ce phénomène de creative writing, d'atelier d'écriture, a été et dans les écoles, et dans les universités, et dans les ateliers parascolaires, est institué depuis 3 générations. Et il y a aujourd'hui des auteurs, et puis même 2 générations d'auteurs qui viennent de ça. Un des plus connus étant par exemple Jonathan Safran Foer, pour prendre un des plus connus. Voilà. Et ces mêmes écrivains eux-mêmes enseignent. Qu'est-ce que cela vous donne à penser à l'éditeur MOOCeur, si je peux me permettre, et à l'auteur ateliant aussi, Serge Jancourt, que vous êtes? Qu'est-ce que ça vous amène à penser justement ça? Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de communiquer ces clés, ce solfège, et qu'après tout, un peu comme la peinture aux Beaux-Arts, tout n'est pas du génie ou d'un trait, mais qu'il y a quand même un solfège à apprendre, une gamme de couleurs à maîtriser? Ou alors est-ce que vous pensez plutôt que c'est justement la création, la créativité, la confiance en soi, le défi et le vécu qui fait qu'il y a un roman? Je ne sais pas, moi, la dimension qui est importante, c'est de montrer aussi ce qu'on écrit. Et ça, c'est une démarche qui n'est pas facile je dirais au quotidien, parce que on ne va pas encombrer son environnement, sa famille. Vous savez, rien n'est plus terrible qu'un cousin, une épouse, un époux qui vous remet un manuscrit de 500 pages et
les yeux dans les yeux, qu'est-ce que tu en penses? Ça peut être affolant. Ça. Bon. Et à partir de là, il y a une forme d'isolement presque nécessaire. L'atelier d'écriture permet d'une certaine façon de mettre à l'épreuve, d'expérimenter son écriture. Et parfois, moi je vois des gens en atelier qui lisent devant les autres pour la première fois, ou qui font lire finalement leur texte pour la première fois. Donc, et ça permet aussi un échange. J'invite à la critique, et moi-même j'essaie aussi d'être un maximum critique, sachant que de façon critique on l'est tous. Il suffit de regarder des sites sur les Babelio ou autres. Enfin bon, on est tous finalement critiques littéraires. Je crois. Il y a peut-être maintenant autant de... Mais le mieux c'est de lire, hein, je dis ça. Et le mieux c'est de lire, où effectivement, où là, il y a des critiques professionnelles qui savent... Parce que c'est pas... Ça pourrait être un exercice, ça, la critique littéraire. Se confronter aussi l'exercice de la critique littéraire, mais il y en a un que j'aime bien faire, c'est l'exercice du pamphlet. Ça. Et c'est-à-dire écrire une sorte de tribune un peu virulente sur quelque chose d'assez anecdotique. Je prends l'exemple de la couette, par exemple. Écrivez un pamphlet contre les couettes qui nous envahissent. On est dans la civilisation de la couette, etc. Bon, déroulé sur 3, 4, 5, 10 pages. Alors au départ, très souvent, les ateliers sont un peu perplexes. Et finalement, quand on commence à ruminer un peu sa propre expérience, on peut arriver à trouver tous les défauts ou toutes les qualités à une couette, quoi. Bon, et à partir de là, ça peut aussi être ludique. Et dans cette dimension-là, c'est plus facile de lire son texte aux autres, sachant qu'on sait qu'on va produire presque un effet, parfois comique, quoi. Bon, donc pour moi, l'intérêt, c'est d'être lu. On écrit quand même pour être lu. Bon. Et moi, ayant écrit une dizaine de romans, je crois que je commence à présumer du lecteur qui est en train de me lire, c'est-à-dire avec ce regard critique, et aussi à un moment les perditions, c'est-à-dire il ne sait plus où il en est. Alors que l'auteur, quand il écrit son texte, il sait où il en est, il a des tas de choses en tête qu'il n'a pas dit dans son texte, et il sait à peu près où il va. Donc il a une longueur d'avance, ce que n'a pas le lecteur. Et ça, parfois, en tant qu'auteur, c'est difficile de retrouver cette virginité par rapport à son texte. D'où l'intérêt, quand on écrit un roman qui est peut-être un peu plus long, c'est d'oublier complètement les 100 premières pages et d'y revenir 2 mois après. Et d'être face à un texte inédit et inconnu. Bon. Ça, l'atelier d'écriture permet ça, de faire vivre son texte. Parce que derrière, quelle que soit la forme de publication, il y a quand même ce désir-là de faire vivre son texte, de le montrer, de l'exposer, et de passer quelque chose, et de voir s'il y a une émotion en retour ou pas, quoi. Voilà. Alors déjà là, vous venez de donner quelques clés de solfège. Merci Serge Jonco. Alors à la fois celles et ceux qui sont avec nous, puis celles et ceux qui nous suivent sur le Facebook Live de Lire. Sur cette question de David Melman, sur cette question du fait qu'aux USA c'est institué depuis 3 générations et qu'en France ça ne l'est pas, mais la démarche commence. Qu'est-ce que ça vous amène à penser, à la fois comme éditeur et comme concepteur justement de... Non, il y a une question qui est historique, qui est liée au fait qu'en France, au début du 19e siècle, la création de l'imaginaire littéraire populaire est très liée à la question du génie, aux auteurs romantiques qui étaient dans une situation délicate d'être à la fois les premiers auteurs qui écrivaient sans savoir qu'ils les lisaient, parce qu'on oublie que la plupart des auteurs du XVIIIe siècle, ils savent qui sont les 300 à 500 lecteurs qui les lisent, et qu'au XIXe siècle, vous commencez à écrire pour des milliers de personnes. Donc vous ne savez plus qui est là, et se crée cette figure du génie qui est à la fois proche du peuple, et en même temps, attention peuple, je ne suis pas toi, je possède des qualités que tu ne posséderas jamais. Et ça a structuré un imaginaire de l'écriture qui fait qu'encore aujourd'hui, quand on se met à écrire, alors parce que souvent on écrit pas nécessairement par passion pour le réel, mais par passion pour certains miroirs du réel qui sont nos lectures qui nous ont formés, on peut être un peu paralysé par ça. Et la paralysie, elle existe dans tous les pays, mais c'est clair qu'en France, elle est peut-être plus forte, ce qui fait qu'on s'attend à ce que les écrivains sortent de nulle part et naissent comme s'ils étaient enfants d'un dieu antique. Aux États-Unis, pour des raisons historiques, pour des raisons c'est une culture démocratique différente de la nôtre, il n'y a pas ce problème. Après, la contrepartie des ateliers d'écriture américains, c'est que y en a des très bons où vraiment ils arrivent à prendre une classe de 15 étudiants et les amener dans des projets
personnels qui sont tous très différents. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle des effets d'atelier, qui sont des effets d'uniformisation, des effets de... On reçoit parfois des manuscrits, alors c'est plutôt des romans américains qu'on reçoit, qui sont des premiers romans américains, où on se dit, oh là, on sent la méthode de l'atelier, ce qui est recherché, on se dit, ah, s'il a fait ça, c'est qu'il veut faire ça, il va obtenir comme délai, il envoie comme tel signal de genre, je suis malin et tout ça. Mais voilà, mais après... Et c'est quoi les signaux en question, alors, justement, qu'est-ce que vous... Non, mais je me dis que parfois, c'est des signaux qui... ça rejoint l'idée qui était présentée tout à l'heure par Serge Joncourt sur la notion d'expérience quand on écrit. Il faut se laisser surprendre soi-même par ce qu'on écrit. Les romans qui sont parfois trop maîtrisés, où en fait chaque scène a une visée et que dès qu'on commence à lire la scène ou lire la page, on sait à quoi ça sert dans le récit et que donc on est en train de cocher un cahier des charges. Ça, c'est la scène où le père et le fils vont enfin parler et que ça a été préparé tout le long du roman et que finalement la scène en elle-même n'est pas surprenante, n'a pas une beauté propre, n'a pas une unité propre, mais c'est simplement on est en train d'avancer dans le texte parce qu'on coche, c'est les étapes obligées, des choses comme ça. Ça donne l'impression qu'on est face à des gens qui sont parfois très instruits, mais qui ne sont pas nécessairement dans une démarche très personnelle. Alors pour nuancer, c'est qu'il y a un écart entre les cours de scénario, qui sont des cours plutôt pour des gens qui vont être cinéastes, qui peuvent être parfois un peu codifiés, plus codifiés que la littérature, parce que les cours de creative writing, donc les cours d'écriture de romans plutôt, laissent plus de latitude et ont moins ces effets d'uniformisation. Mais c'est vrai que les cours de scénario peuvent avoir ces effets d'uniformisation qui peuvent être néfastes. Alors moi je suis très partisan au développement des cursus universitaire d'écriture créative. Je suis partisan du fait qu'on renforce ça au collège et au lycée, parce que c'est aussi un moyen d'appréhender la littérature. C'est un point d'entrée dans la carrière de lecteur des gens, c'est-à-dire si eux-mêmes ils ont écrit à un moment ou à un autre, leur manière de lire va changer aussi. Donc je suis partisan de tout ça, mais après, comme toute chose, il faut que ce soit fait avec discernement, tact, et voilà. Et c'est vrai que moi je suis dans une situation particulière, parce que je suis éditeur, je ne suis pas écrivain, donc ces étapes de la création, je ne suis pas toujours passé par là. Donc c'est clair que quand l'atelier est fait par quelqu'un comme Serge Joncourt qui a cette expérience de l'écriture, on est vraiment dans une vraie situation d'atelier où le maître est avec les participants. J'aime bien cette idée de carrière de lecteur que vous venez d'évoquer. Concrètement, comment est-ce que justement vous disiez, ce serait bien qu'on l'institue dès l'école, quelles seraient vos pistes, Non, mais c'est pas très original. Au collège, on fait des rédactions. C'est juste que c'est vrai que, ne serait-ce que dans la formation des enseignants, si vous passez le CAPES ou la grecque de lettres modernes, en fait, vous n'êtes pas formé pour ce type d'épreuve. Donc, moi, je me souviens que pour moi, une rédaction, quand je faisais des rédactions en 4e, 5e, c'est introduction, développement, conclusion. Après, vous avez actuellement des gens qui enseignent en collège, qui se renseignent un tout petit peu, qui cherchent des idées de comment on construit un personnage, ce type de choses. Donc, mais c'est vraiment très laissé à la variété des enseignants, des manières d'enseigner. Donc, je ne parle pas de réforme fantastique, simplement d'encourager un peu plus ça. Et puis, il y a une dizaine d'années, il y a eu cette réforme au baccalauréat, et le sujet d'invention est venu. Alors qu'auparavant, les gens de notre génération avaient le droit entre dissertation, commentaire de texte et résumé. Et maintenant, il y a un sujet de création. Mais simplement, c'est un sujet de création. On voit très clairement que les élèves se jettent dessus parce qu'ils se disent qu'ils sont nuls en disserte, ils se disent qu'ils sont nuls en commentaire et hop, ils partent sur le sujet de création comme si c'était nécessairement beaucoup plus facile. Ce qui est surréaliste. Comme ceux qui vont en dessin. De se dire, c'est comme, je ne sais pas écrire la critique d'un roman, je ne sais pas écrire un essai, mais alors je vais écrire un roman parce que c'est sans doute plus facile. Enfin, bon, je dois resser le trait, mais c'est un peu ce type de choses. Serge Joncourt, une réaction, une opinion Oui, non, mais la rédaction, c'est le premier exercice finalement d'atelier d'écriture que j'ai expérimenté moi. Hein. Alors j'étais chez une école un peu rigoureuse et catholique et non mixte. Enfin bon, c'est-à-dire on rigolait pas beaucoup. Et c'est au travers des rédactions que j'ai commencé à travailler cette émotion-là qui est l'humour, en essayant de le distiller comme ça dans ces textes. Et j'ai eu la chance que le frère Rusno, à l'époque, cher frère, avait lui-même assez d'humour pour
ressentir, réagir et aller jusqu'à parfois les lire. Quand ils remettaient la copie, ils lisaient la mienne à la fin. Et ce n'est pas pour autant que j'avais la meilleure note, loin de là, mais c'était devenu comme une forme de sketch, quoi. Et donc, à certains moments, je me suis mis à écrire des sketchs pour ce frère-là. Bon, c'est-à-dire qu'il y a, mine de rien, il a un peu téléguidé une forme d'orientation comme ça et d'être mon premier spectateur. Parce que quand on écrit une rédaction, elle part chez le professeur, chez l'institutrice, enfin que sais-je, et on ne sait pas bien ce qui se passe. Et parfois, on essaie même de présumer, tiens, en ce moment, elle doit être en train de la lire, ma rédaction. Chez elle doit crier au génie, alors qu'en fait, non, elle fout un 0. Bon, il n'empêche que c'est quand même un premier retour, ça de... Et puis, pour le reste, l'écrit nous gagne. Enfin, on fait tous des mails. Alors, on en fait 10 par jour. Et d'une certaine façon, quand on reçoit un mail, il y a quand même la façon dont le mail est tourné qui parfois peut être plus interpellante que d'autres, quoi. Donc, cet écrit, on est tous mis à l'épreuve. On s'entraîne tous d'une façon quotidienne. Hein, et après, le dernier message moi, que j'essaie de passer en atelier, c'est de dire que la perdition qu'on peut ressentir face à son projet d'écriture, elle n'est jamais dissipée, quand bien même on a publié 15 romans. Il n'empêche que quand je commence un roman et que le soir, le premier jour, je m'arrête au bout de 3 pages, je commence là 1 an et demi d'angoisse, à me dire, est-ce que vraiment c'est intéressant de continuer? Est-ce qu'il va se passer quelque chose après? Est-ce que tout ça aura une fin? Parce qu'il y a un moment, quand on écrit un roman, il faut se poser la question de la fin. Vous savez, avant, au cinéma, c'était même marqué fin. Je ne sais pas jusqu'en quelle année, mais enfin bon, il y avait fin. Bon, le roman, on ne le faisait pas, parce qu'on voyait bien que ça s'arrêtait physiquement, quoi. Mais quand on écrit un roman, il y a une sorte de moment d'équilibre où on se met à se poser cette question-là, vers où ça va aller tout ça? Qui est quand même vertigineuse, parce que là, ça remet presque tout en cause. Et donc cette incertitude-là, moi, je la vis, et quand bien même je suis en ce moment sur des corrections d'un prochain roman. Qui paraît à la rentrée littéraire prochaine. Si tout va bien, si les corrections ne sont pas trop violentes. Bon, l'incertitude, elle est là encore, donc on n'est jamais vraiment rassuré. Et à la limite, on l'est à peu près quand on est arrivé à cette fin et qu'on a le sentiment qu'il boucle un peu les choses, quoi. Sachant qu'on peut revenir dessus jusqu'à l'imprimeur presque, hein, en disant je peux encore changer là. Et puis il y a un moment, voilà, le livre, il ne faut plus l'ouvrir, parce que moi je sais que si j'ouvre un des livres que j'ai publiés, comme ça au hasard, parfois on me le demande en bibliothèque, en librairie, de lire un passage. C'est pas par modestie, c'est juste que je suis sûr que je vais tomber sur un paragraphe qui va pas, quoi. Et à ce moment-là, en le lisant, je corrige un peu, je rajoute une virgule ou j'enlève un mot, quoi. Donc à aucun moment on est totalement sûr de son art et on se dit non, c'est jamais gagné. Donc on est toujours dans la position qu'on avait quand on débarque dans son premier atelier, quoi. Cette incertitude, elle est nécessaire, parce que sinon on tombe dans la satisfaction, dans l'autosuffisance, et à partir de là on ne se remet plus en cause. Alors, c'est l'heure des questions ou réactions sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on n'a pas dit, justement. Questions qui peuvent venir et de la salle et puis de du Facebook Live de Lire, puisque les questions ont été aussi sollicitées de la part de nos internautes. Des questions, réactions, accords, désaccords, expériences. Comme on dit toujours, le plus Oui, bonjour. Je m'excuse, je vous vois pas trop, mais je voulais savoir à quoi on pouvait attribuer le développement aujourd'hui des ateliers d'écriture, cette espèce d'engouement des gens pour l'écriture et pour les ateliers. Est-ce que vous voyez là-dedans, alors je sais bien que ça vient des États-Unis, qu'autrefois, enfin voilà, mais non, pourquoi maintenant? Est-ce qu'il y a une raison? À quoi vous l'attribuez? Qu'est-ce que les gens viennent rechercher, qu'ils vont trouver? Pourquoi cet engouement? Je pense déjà parce que ça existe. Moi, j'aurais bien aimé, il y a 25 ans, m'inscrire à un atelier d'écriture. Non, mais c'est comme si vous voulez faire du judo, vous allez au dojo. Enfin, voilà. Bon. Là, si vous voulez écrire au milieu des autres, face aux autres, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, soit vous encombrez
ou à moins de créer soi-même un club autour de soi. Moi, je le faisais un peu malgré tout. Hein. J'écrivais et je montrais à un pote ou à une amie, bon, sachant les réserves que je mettais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est vraiment quand même, c'est pas un cadeau. Ça peut être parfois, oui, un peu douloureux, quoi. Hein. Pour peu que la personne en face soit franche, ou alors tout simplement ça l'embête. Alors que là, au moins, on est dans un cercle dont le pacte est celui-ci. On écrit chacun à peu près sur les mêmes thèmes et on lit chacun l'un en face de l'autre, même si parfois il y en a qui refusent de lire devant les autres. Enfin bon. Donc, c'est tout simplement parce que ça existe. Voilà, je pense pas que ça. Je ne sais pas de quand date le premier atelier à proprement parler d'écriture. C'est une petite dizaine d'années en France. Hein, ça reste encore assez récent. Hein. David Memans, oui. Alors. Effectivement, il y a une dimension de l'offre. À partir du moment où c'est possible, c'est quelque chose qui va être utilisé. Parce que ça fait longtemps que les Français écrivent prétendument plus que les habitants des autres pays. Après, il y a peut-être deux autres petits phénomènes qui vont renforcer la chose, deux phénomènes qui sont liés. C'est d'un côté un phénomène qui est l'évolution démocratique des pays, c'est-à-dire que les pays sont d'une certaine façon de plus en plus démocratiques, ou du moins les individus ont une aspiration à la démocratie, c'est-à-dire un refus de la verticalité de l'autorité qui est de plus en plus fort, qu'on voit dans plein de secteurs d'activité, qui est quelque chose de très sain d'une certaine façon, donc ça peut contribuer à ça, et ça se double par la manifestation dans les technologies. Alors les technologies, ça peut être vraiment la technique, mais aussi l'enseignement, qui est une forme de technologie ou des choses comme ça, où se déploient de plus en plus des outils qui sont de plus en plus à la disposition des particuliers. Donc ces deux phénomènes, un phénomène politique et un phénomène technologique, alors ça s'appuie sur un besoin qui était déjà là, c'est une offre, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de vague très très forte. Alors il y a un sociologue de la culture qui s'appelle Frédéric Chataignier, qui a écrit il y a quelques années un livre sur les ateliers d'écriture en France. En fait, ça existe depuis les années 60, mais c'est vrai qu'il y a un vrai décollage depuis une dizaine d'années voilà, et il y a des grandes maisons d'édition qui font leurs ateliers. Voilà, ça s'est beaucoup développé. Mais aux États-Unis, c'est l'après-guerre. Le premier vrai programme universitaire structuré, c'est 1955. Mais ça existe déjà depuis les années 30 de manière informelle. C'est en 1955 que ça décolle. Alors, est-ce qu'il y a soit de la salle, soit des internautes du Facebook Live qui des questions ou réactions? Alors, moi, j'ai une question pour vous, Serge, parce que vous êtes donc le parrain de notre concours de nouvelles. Est-ce que vous pensez que les concours, c'est un bon moyen d'apprendre à écrire? Pourquoi est-ce que vous avez accepté d'être le parrain? Et qu'est-ce que vous attendez justement des nouvelles que vous allez lire? Un concours, c'est un peu un atelier d'écriture, surtout dans la forme dont vous le faites. Hein. C'est-à-dire que les textes sont publiés, on peut avoir accès aux textes qu'ont écrit les autres. Et deuxièmement, c'est une contrainte qui est un peu définitive et un peu rude, hein, de la première phrase, qui est une phrase un peu fermée, qui plus est. Sachant qu'encore une fois, toute contrainte est aussi là pour être détournée, mais quand même... Hein, il faut le faire à partir de là avec habileté. On va la reciter d'ailleurs à un moment, la première phrase, la phrase d'ouverture. Ouais. La première phrase, ouais. Oui. Tout commença. Je l'ai oublié. C'est en ouvrant ce livre que tout commença. Oui, c'est en ouvrant ce livre. C'est en ouvrant ce livre que tout commença. Sachant que déjà, rien que pour écrire cette phrase, il pouvait y avoir tout commença en ouvrant ce livre. Enfin, il y avait déjà une incertitude quant à la formulation, parce que là. On se rend compte que ça peut être infini. Et pourquoi cette première phrase-là? Bon, en même temps, je voulais mettre livre pour qu'il soit question de livre. Mais c'est un peu cruel parce que... donc c'est un exercice d'atelier grandeur nature, on pourrait dire. Et la curiosité que j'ai, moi, c'est sachant que cette contrainte-là, j'y ai réfléchi un peu après, comment moi-même je le déroulerai. Eh bien, ça sera de voir comment les autres l'ont fait. Sachant qu'à tous les coups, ça sera là, pour le coup, des choses ou des pistes que je n'avais pas présumées. Et à partir de là, on est toujours un peu surpris. Et parfois même, on peut apprendre aussi des autres de la même façon qu'on apprend quand on lit un livre, qu'on ouvre un livre d'un auteur qu'on n'a jamais lu. Là, il y en a plein. Hein. Quand bien même, c'est pas inintéressant de lire un livre qui ne vous plaît pas. Enfin, je veux dire, parce que ça permet de voir tout ce que soi-même on ne devrait pas faire. Enfin bon, ou parfois de trouver sous la plume d'un auteur une maladresse en se disant comment il peut faire ça. Alors du coup, on se prémunit de le faire un jour soi-même. Enfin bon,
c'est toujours intéressant de lire, y compris des nouvelles, pour voilà. Oui, Oui, pardon, excuse-moi. Non, en fait, il y a aussi cette idée que si on est critique littéraire, on lit le réel, c'est-à-dire on lit des œuvres qui existent, alors que quand on est en atelier, on lit le possible, c'est-à-dire on lit des œuvres qui peuvent encore évoluer, et on est dans une position d'éditeur, c'est-à-dire pas de la personne qui prend le choix économique, juridique de publier quelque chose, mais la personne qui travaille sur le texte sans en être l'auteur. Il y a beaucoup de grands écrivains qui justement étaient des éditeurs. L'exemple qui est très documenté, c'est Toni Morrison, parce que dans les préfaces des nouvelles éditions de plusieurs de ses livres, dont notamment Beloved, elle raconte comment elle est arrivée sur Beloved après un travail éditorial. En 1993. Et comment travailler sur les textes des autres, y compris des textes qu'on n'aime pas parfois, ou des textes où on se dit « Ah, la personne s'y est pris comme ça, moi je m'y serais pris comme ça », ou si je devais réécrire ça, et même ça peut être c'est un exercice qu'on peut faire en atelier, de prendre des textes, des classiques de la littérature et demander aux gens de les réécrire, selon leur propre sensibilité, selon... Enfin voilà. Oui, mais parce qu'il y a un aspect ludique. Moi, j'ai toujours rêvé de décider d'une rentrée littéraire en 2020, où on dirait à tous les auteurs qui publient dans cette rentrée, le thème, ce sera le Salon du Livre. Voilà, une inondation au Salon du Livre. Bon, et voir comment chacun va le faire. Il y a eu que ça fait, par contre, ça au cinéma. Hein, les Italiens faisaient ça à un moment. C'est de donner un thème commun. Et à partir de là, de voir comment chacun le travaille. Le dernier en date, c'est celui autour du Festival de Cannes pour l'anniversaire, où il y avait des choses étonnantes, magistrales. Bon, et moi j'aime bien, j'ai cette curiosité-là de voir comment aurait fait l'autre. C'est une forme de curiosité un peu naturelle que j'ai en permanence de regarder comment font les autres, y compris quand ils s'assoient dans un café. Vous savez, vous êtes au café, quand quelqu'un rentre, personne ne rentre de la même façon, personne ne pousse la porte de la même façon, personne ne va s'asseoir à la table de la même façon, c'est quand même, et personne n'est assis ici même de la même façon. Hein, on est bon. Ça, c'est quand même cette singularité-là m'a toujours ému et étonné. Bon, et un concours de nouvelles, ça permet pour le coup, de se livrer à cet exercice grandeur nature, quoi. Comme on le fait en atelier sur des thèmes définis. Mais c'est vrai que par exemple à Angoulême, depuis très très longtemps, ils font, enfin donc le festival de la bande dessinée d'Angoulême, le mardi en milieu d'après-midi, l'ouvroir de bande dessinée potentielle qui est très proche de l'Olipo lance une contrainte formelle, et les particuliers, les étudiants et les professionnels ont 24 heures pour faire une BD à partir de cette contrainte formelle, et où tout le monde se voit à la fin, et il y a jusqu'à 500 participants. Et c'est une sorte de foisonnement. C'est assez sidérant de se dire que souvent pour faire une bande dessinée il faut 1 an ou 2 ans, et parfois il y en a en 24 heures on fait une bande dessinée où les éléments fondamentaux sont déjà là. Mais c'est aussi parce que l'écriture dure 24 heures et la maturation intellectuelle, c'est peut-être plusieurs années qui viennent avant. Oui, parce qu'il y a tout simplement cette notion de contrainte que soi-même on ne s'assigne pas toujours. Quand on est dans un atelier d'écriture, il y a cette contrainte, et il y a ce temps donné, et très bizarrement, quand on faisait une émission, donc je le disais tout à l'heure, quand on la faisait en public, et on écrivait en public devant les spectateurs, et on avait une demi-heure pour écrire, et bien souvent les textes qu'on faisait en une demi-heure étaient meilleurs que ceux qu'on avait fait chez soi pendant 15 jours. Ça, c'est un peu inexplicable, mais il y a un moment une forme d'urgence qu'il faut se donner quand on écrit, quoi. Et y compris quand on écrit un roman pour la première fois et que personne ne vous a rien demandé. Enfin, je veux dire, et personne ne vous attend, en dehors peut-être du postier, de la poste, hein, parce qu'ils vont affranchir le courrier, quoi, ou si vous l'envoyez par mail, enfin bon bref. Mais il faut se recréer cette urgence soi-même, donc c'est pour ça que moi encore aujourd'hui je continue à me fixer des sortes de délais, alors que très sincèrement je n'en aurais pas vraiment, mais il y a un moment où il faut un peu se mettre en tension, quoi. Sinon on a une tendance un peu contemplative, oisive, ou à laisser il faut recréer une urgence, quoi. Et ça, dans l'atelier, elle est définitive, parce qu'on a une demi-heure pour écrire. Eh bien, merci d'avoir informé, illustré ce phénomène et les clés aussi des ateliers d'écriture. Donc, est-ce que les Forges de Vulcain ont un stand au Salon du Livre? On est au stand K28 avec nos nouveautés, et ce week-end, nos 2 auteurs de romans qui sont en dédicace, Gilles Marchand le samedi après-midi et Romain Ternaud le dimanche. Très bien. Serge Anco, quels sont vos jours et heures d'ouverture, de dédicace? Non, je suis venu que pour vous. Enfin, je veux dire, j'ai pas de dédicace. Non, je vais rentrer tranquillement. Très bien.
Eh bien, merci au nom de nos internautes donc sur la page Facebook Live. Je ne sais pas si on peut retrouver en différé après. Oui, voilà. Donc, si vous voulez revoir ce débat que vous avez vu, mais sous un autre angle, c'est sur la page Facebook du magazine Lire. Merci encore à vous deux. Ce débat a été, comme tous les autres d'ailleurs, ont lieu en partenariat, bien sûr, Lire, Librinova qui tiennent ce stand pour vous. Et à l'occasion du numéro spécial Comment se faire éditer, numéro du mois de mars du mensuel Lire, qui, de ce qu'on l'a dit, je cite les témoins, est un des tout meilleurs du magazine Lire. Ce sont les retours objectifs, ce qu'on m'a dit, donc profitez-en. Il est là jusqu'à encore dans une semaine. Après, ce sera un numéro d'avril qui sera un numéro spécial polar, comme ça vous le savez déjà. Merci. Bon salon du livre. À très bientôt, ici même sur ce stand. Merci.